Bonjour et bienvenue sur notre podcast Kanpai, vous écoutez notre 141e épisode et c'est notre 28e au format Destination, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Marjorie et Kelly. Bonjour Marjorie, bonjour Kelly. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Pas tous en même temps. Ouais, c'est ça. C'est sûr. C'est toujours bizarre de dire bonjour à des gens qui sont dans la même pièce que toi depuis une demi-heure. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve et on part du côté de Tokyo. Cette fois, on va viser un quartier de la capitale en particulier, c'est celui de Asakusa. Situé dans l'arrondissement de Taito, il est considéré comme le cœur historique de la capitale. Ce secteur de Tokyo a longtemps été connu pour son animation, du fait que ce fut un quartier très divertissant à l'époque Edo, et aujourd'hui on l'apprécie à Asakusa pour ce qu'il reste de son atmosphère historique et traditionnelle. Parcourir ce quartier, c'est être rapidement immergé dans la culture japonaise, que ce soit par son architecture ou par ses couleurs et ses commerces très vivants, on le verra tout à l'heure. Mais l'incontournable du quartier, ça reste le temple Sensoji qui attire des personnes du monde entier par millions chaque année et pour dire, c'est le complexe religieux qui est aujourd'hui le plus visité de la planète. Alors moi je pensais que c'était le Mont Saint-Michel mais pas du tout. Non, ouais. C'est pas vrai. J'aurais dit le Vatican mais peut-être pas. Moi j'aurais dit la Mecque. Oui aussi, ouais. Ah ouais, ou alors tu sais le Christ du Brésil là. Ah Oui. Et avec un peu de recul, ce secteur de Tokyo peut, il est vrai, sembler un peu surfait parce que on peut quand même voir pas mal de fast-food dans les rues commerçantes, il y a pas mal de goodies made in China, mais c'est quand même un peu le cas un peu partout et dans le monde et dans Tokyo évidemment. Mais il reste un cœur artisanal de la ville et il conserve une atmosphère de l'ère Edo, donc c'est quand même très sympa d'y faire un tour. Asakusa reste une expérience relativement dépaysante et qui coche les idées que l'on peut se faire visuellement du Japon. C'est aussi pour ça qu'on y va parfois au Japon, c'est pour ce cliché un petit peu, même si une fois qu'on est sur place on voit que c'est pas cliché, mais en tout cas ça correspond à nos attentes assez vite et le quartier a bien d'autres avantages que l'on va détailler ensemble dans cette émission et je vous laisse la main pour nous dire ce que l'on peut retrouver un peu sur notre site kanpai.fr à ce sujet. Oui Charlie, donc on a beaucoup de fiches sur Asakusa puisque c'est un quartier qui est quand même incontournable de Tokyo qu'on visite en général à chaque voyage. Du coup on a la fiche ville, la fiche quartier sur Asakusa et après on a des fiches de sites à visiter que l'on va détailler aussi dans le podcast et puis d'autres qu'on va vous donner aussi pour agrandir un peu vos perspectives. Oui, la quasi-intégralité, je pense, des destinations ou des sous-destinations qui vont être évoquées ici sont disponibles fiche par fiche sur kanpai.fr. Oui, voilà. Et on sera dans ce qu'on appelle l'atmosphère du vieux Tokyo. Donc tu l'as dit, à l'époque Edo. C'est un peu ça l'identité du quartier par rapport à... Dans la mégalopole de tokyoïte, il va se définir plutôt comme ça. Donc il n'est pas futuriste, il y a peu de gratte-ciel et des choses comme ça. Et au sommaire de cette émission, on va présenter le quartier dans un premier temps, en abordant ses parties géographie, histoire, comment on y va, les transports qu'on trouve sur place, les hôtels, la gastronomie, etc. En seconde partie, on parlera de notre top des meilleures visites à y faire. Et en troisième, elle sera assez courte pour cette émission, mais comment inclure Asakusa dans son séjour au Japon. Et c'est parti pour cette première partie, la présentation d'Asakusa. Pourquoi on va visiter ce quartier et comment aussi mieux le connaître. Et donc je te laisse la main Marjorie pour nous parler de l'aspect géographique de cette destination. Oui, Asakusa est bordé à l'est par la rivière Sumida. Donc on était à la base sur des terres plutôt donc marécageuses parce que bord de rivière et qui ont été exploitées par l'homme. Donc on est sur la ville basse Shitamachi qui accueillait donc les classes populaires, les artisans et les commerçants et ça s'oppose à ce qu'on dit à l'ouest où ça se destinait davantage aux résidences d'élite de la ville de Tokyo, donc à l'ouest du palais impérial et aussi c'était sur des collines, donc on était légèrement en hauteur, alors que là on est géographiquement plus près du niveau de la mer. Donc c'est encore des choses qu'on va retrouver aujourd'hui dans Tokyo et Asakusa c'est vraiment pour retrouver l'atmosphère Edo à l'époque, donc ça s'est construit autour du Sensoji, on en reparlera dans la partie histoire et puis il y a plein de petites choses à voir autour aussi, mais c'est vrai que ça c'est l'aimant en fait du quartier, c'est l'attraction que l'on connaît, la plus visuelle, la plus populaire, parfois la plus envahie par les touristes, enfin souvent la plus envahie par les touristes, mais après il n'y a pas que ça à faire et Sensoji reste un incontournable de Tokyo de toute façon. Et pour mieux comprendre ce qu'il en est du contexte historique lié à ce quartier, Kelly, tu vas nous parler un peu d'histoire. Oui, tout à fait Charlie. Donc les origines d'Asakusa remontent à au moins 1400 ans.
à la fondation du temple iconique Sensoji, dont on n'arrête pas de parler depuis le début du podcast. Et c'était alors un petit village à l'embouchure de la rivière Sumida. Donc comme l'a un peu indiqué Marjorie sur la partie géographie, à l'origine, Asakusa, c'était un paysage d'herbes basses qui était un peu typique des territoires marécageux, et c'est de là que vient son nom. En tout cas, c'est son origine la plus communément acceptée. Asakusa signifie en fait herbe basse, comme ce qu'on pouvait voir à l'époque. Et pour l'anecdote, le nom du Sensoji, donc du temple, s'écrit avec les mêmes caractères kanji que le mot Asakusa, mais lu dans une prononciation sino-japonaise. Une légende entoure la fondation du Sensoji, qui est le premier fait marquant du quartier et qui remonte au 7e siècle. Donc l'histoire raconte qu'en 628, 2 frères pêcheurs ont remonté dans leur filet une statue du Bodhisattva Kannon. Cette statue devient l'image principale du temple qui est fondé suite à sa découverte et qui devient le Sensoji. Le temple est d'abord installé dans un simple logis, puis le lieu de culte prend de l'importance au fil du temps et il voit ses premières constructions de véritables pavillons et portes dès le Xe siècle, où l'on a les premiers Kaminari-mon, donc la grande porte qui donne accès au temple, Nyo-Omon et Garan, le côté monastique. Le nom de Sensoji est mentionné pour la première fois dans un écrit japonais au XIIIe siècle, dans des chroniques historiques qui s'appellent Azuma Kagami, et qui compilent les faits intervenus entre 1180 et 1266. La fondation d'Edo intervient beaucoup plus tard, vers 1590, quand Ieyasu Tokugawa se voit attribuer un nouveau fief dans les provinces de l'Est du Japon. Et il prend donc le petit village autour du temple comme point de départ de sa capitale, qu'il va nommer Edo et qui est devenu l'actuel Tokyo. Ieyasu et ses successeurs du shogunat Tokugawa prennent soin d'entretenir le Sensoji qui passe sous leur patronage officiel. Et on reparlera de cette famille Tokugawa d'ici peu dans un prochain podcast culture, je pense, qui sortira soit en juin, soit dans l'été, Kelly. Donc cette information est importante. C'est crucial même. Le quartier d'Asakusa prend sa véritable ampleur au cours de l'époque Edo, qui couvre les années de 1603 à 1868. Et c'est un quartier de divertissement populaire. Toutes les classes de la société s'y retrouvent pour y fréquenter le quartier rouge Yoshiwara ou assister à une pièce de théâtre kabuki. Il y avait même un quartier de geisha, Hanamachi. L'effervescence et l'attractivité d'Asakusa sont favorisées par sa proximité avec les quartiers de Kuramae et de Ryogoku, qui sont de véritables quartiers d'affaires avant l'heure. En effet, ce sont les lieux où exercent les courtiers en riz. Le riz qui est la principale monnaie d'échange à l'époque au Japon, et qui provient de tout le pays, et qui était stocké notamment à Kuramae, et échangé contre de la monnaie, et permettait aussi la rétribution et d'assurer les revenus des samouraïs. Oui, il me semble que le riz, c'était la taxe en fait de l'époque. Il y a quasiment, je crois, que le riz qui a été taxé, si je dis pas de bêtises. Il y a d'autres choses, oui, mais c'est vrai que le riz, c'était la principale devise, en fait, avant même les monnaies sonnantes et trébuchantes, qui permettaient d'évaluer la richesse, en fait. Sensoji attirait également son lot de pèlerins, contribuant au dynamisme d'Asakusa, et notamment la mise en place d'une allée commerçante Nakamise-dori, dont les premières échoppes ouvrent dès 1685. Ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on va considérer ça des fois un peu comme un attrape-touriste, alors que c'est vraiment quelque chose d'authentique et propre à l'histoire du quartier. Oui, tout à fait. Et qu'on retrouvera plus tard sur des estampes aussi ukiyo-e sur de l'artisanat japonais. Et justement, la disponibilité de denrées et de matériaux acheminés vers Kuramae fait que Asakusa comptait un grand nombre d'artisans traditionnels et qu'on peut quand même encore retrouver un petit peu actuellement. L'identité de quartier de divertissement populaire se maintient jusqu'au milieu du XXe siècle, et ainsi, on a trois événements marquants du quartier. Le premier est l'ouverture d'Asakusa Hanayashiki en 1853. C'est un parc d'attractions qui est toujours en activité et qui est le plus ancien du Japon. On en reparlera tout à l'heure. Oui, dans les visites à faire.
En 1890, c'est à Asakusa qu'est construite la première tour de style occidental, donc le premier gratte-ciel japonais, qui était une tour de 12 étages en briques rouges. Elle était appelée Ryounkaku ou aussi Asakusa Junikai. Et c'était une véritable attraction touristique. Et déjà à l'époque, elle abritait plusieurs boutiques et proposait une plateforme d'observation sur les environs. Et aussi le premier ascenseur électrique du Japon, qui n'a fonctionné malheureusement qu'un an. Et elle est détruite en 1923. Et enfin, la multiplication des cinémas au début du XXe siècle est aussi manifeste à Asakusa. Et son plus célèbre était, le plus célèbre cinéma d'Asakusa était le... Asakusa est gravement touché par le grand tremblement de terre du Kanto de 1923, puis par les bombardements américains de 1945. Après-guerre, le quartier se reconstruit, mais son attractivité en tant que lieu de divertissement disparaît, car notamment l'ouest de la capitale, donc Shinjuku, Shibuya et Ikebukuro, prend progressivement le relais. Asakusa s'établit néanmoins comme un pôle touristique majeur de Tokyo, avec en son cœur le temple Sensoji, son avenue commerçante Nakamise-dori, et ses avenues aménagées pour rappeler l'âge d'or de l'époque d'Edo, de l'artisanat et des théâtres traditionnels. Donc il y avait bien sûr le kabuki, le théâtre de poupées Joruri et le théâtre populaire Taishu Engeki qui font aujourd'hui son identité. Et donc bon à savoir, tout cet ancien quartier d'Asakusa qui est aujourd'hui un peu disparu, vous pouvez le retrouver en fait représenté dans l'exposition du musée Edo Tokyo qui vient juste de rouvrir en avril 2026. Et donc on peut y voir des maquettes de la tour Asakusa Juninkai, donc qui en fait a été détruite par le tremblement de terre de 1923. Sinon je pense qu'elle aurait été peut-être préservée comme premier observatoire ou premier gratte-ciel de Tokyo. Ouais. On y retrouve aussi une reproduction du cinéma Denki-kan et aussi une reproduction du premier portail du parc d'attractions Hana Yashiki, parc d'attractions qui est toujours visitable aujourd'hui. Donc il y a eu quand même beaucoup de phases d'histoire sur Asakusa, mais c'est vrai que le côté divertissement aujourd'hui, on le retrouve un peu peut-être dans la fréquentation touristique, mais il était beaucoup plus développé à une autre époque. Et puis il y avait moins de concurrence dans les quartiers alentours peut-être aussi. C'était pas développé. Ouais, et ce musée de Tokyo, c'est vrai qu'il est très bien à faire, notamment si vous êtes en famille. Ça peut bien occuper les enfants parce que pour le coup c'est un musée où maintenant il y a tout est traduit. Il y a un audio guide en français, ouais. Et donc visuellement, ok, ouais. Ça a plein d'expériences où tu peux toucher. Ce musée, ça va bien vous occuper. Et puis, il est interactif. On peut toucher certaines maquettes, etc. Et puis, ça vous donne un rendu 3D de ce que vous pouvez voir sur les estampes. Si ça vous paraît encore un peu obscur sur les estampes, eh bien là, vous pouvez le voir en maquette. Et après, vous promenez dans le quartier avant ou après ce musée. Donc, c'est très chouette. On le recommande. Et vous aviez mis à jour la fiche sur Kanpai. On y est retourné. Et il n'est pas très loin d'Asakusa, du coup, il est à Ryogoku, qui est un quartier juste à côté, de l'autre côté de la rivière Sumida. Et à la suite de ce point histoire géo, maintenant, on peut en apprendre un peu plus peut-être sur où dormir, la partie hébergement de ce podcast. Donc Asakusa, il fait partie des quartiers très appréciés par les touristes étrangers pour y poser leurs valises. Et ce, à juste titre, le premier point fort du quartier, c'est que l'ambiance qui s'en dégage est quand même assez authentique. Il y a le temple Sensoji, donc ça on va pas mal vous le répéter, le temple Sensoji, les lanternes rouges du quartier, la porte Kaminarimon ou encore la rue commerçante très animée du matin jusqu'au début de soirée. Tout ceci fait que le quartier est très vivant. Esthétiquement, c'est très joli et comme on le disait tout à l'heure, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est aussi pour ça qu'on va visiter ce genre d'endroit. Et l'ambiance est effervescente. Généralement la journée, mais ça retombe en intensité à l'approche du coucher de soleil, ce qui fait que si vous logez là-bas, vous pouvez apprécier la balade aussi de nuit. On en reparlera peut-être tout à l'heure pour le Sensoji, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire de nuit parce qu'en plus c'est illuminé souvent, donc c'est très, il y a une atmosphère très sympa, ouais. De plus, si vous y logez, le quartier il est très bien desservi par les transports. On y reviendra, mais on est en intra-Yamanote, ce qui fait qu'on n'est pas sur la ligne de métro Yamanote. Ça reste quand même très bien desservi et c'est un bon spot pour y dormir une ou plusieurs nuits. Si vous êtes plus d'une semaine ou d'une bonne semaine à Tokyo, peut-être que vous pouvez faire plusieurs quartiers, ce serait même conseillé pour avoir plusieurs ambiances, mais en tout cas celui-ci est quand même très bien. On trouve un petit peu de tout en typologie d'hébergement. Ça va des ryokan avec
onsen, aux hôtels à l'occidental qui sont assez bon marché jusqu'à premium. Et il y a aussi possibilité de trouver des prix assez raisonnables pour la capitale. Ça fait partie des quartiers, alors pas forcément les moins chers, mais en tout cas où c'est très abordable. Il y a aussi pas mal d'appâts qui sont présents, c'est la chaîne d'hôtels japonaise, donc c'est du 3 étoiles plus on va dire, mais un prix très correct, avec par contre des chambres petites, mais ça c'est, on va dire que c'est l'adage de toutes les chambres quasiment des hôtels de la capitale. Donc oui, en fonction des gares qui sont dans le quartier d'Asakusa, vous avez des hôtels qui sont vraiment économiques. Alors, c'est moins cher parce qu'effectivement, c'est pas sur la Yamanote ou sur des grands axes, mais ça reste quand même très central. Donc pour visiter Tokyo, c'est largement positif. Oui. Et côté transport, si on poursuit un petit peu dans ce domaine, Asakusa est un lieu parfaitement connecté au reste de la capitale. Donc comme on le disait, à ceci près que la gare du quartier, d'ailleurs notez qu'elle a été construite en 1927 sur la rive du fleuve Sumida, elle n'est pas sur la Yamanote, elle se trouve dans un bâtiment entre 2 avenues et dispose d'une horloge au sommet de sa façade, donc elle est très reconnaissable, et le complexe il est en réalité composé de 4 gares différentes qui hébergent plusieurs lignes, donc il y a des lignes qui desservent donc cette gare d'Asakusa, il y a le métro de Tokyo avec la Ginza Line par exemple. Le métro Toei avec la Asakusa Line. Donc là, c'est par ici que l'on va aller vers les aéroports où on revenir, les aéroports d'ailleurs de Haneda, qui se situera à voie 1 dans la gare de Asakusa, et la Narita, voie 2. Il y a également la gare de Tobu Railway, ici c'est le début de la ligne Tobu Skytree. Et puis pour terminer, il y a Tsukuba Express, qui est peut-être un peu plus excentré, je crois à 600 mètres de la gare, utilisé plutôt par les locaux pour voyager entre les régions d'Ibaraki et de Tsukuba. Oui, c'est les grandes banlieues du nord-est de Tokyo. Et puis si vous avez besoin de bus, les arrêts de bus ils sont à l'extérieur de la gare, donc pareil c'est assez facile à identifier. Et on en reparlera, je pense, dans la 3e partie, mais c'est le point de départ pratique si on va du côté est de Tokyo, comme à Nikko par exemple, en excursion à la journée, ou si vous avez des allers-retours à faire, c'est de là l'on part souvent. Et dans la gare, il y a aussi des coin lockers, alors vu qu'il n'y en a pas beaucoup, vous n'avez pas forcément 100% de chance d'avoir de dispo selon le moment de la journée, s'il y a beaucoup d'affluence, mais sachez qu'il y a des coin lockers dedans, c'est très pratique, que vous ayez à prendre le train ou pas d'ailleurs, vous pouvez laisser vos affaires pour la journée là-bas. Et puis pour clôturer cette partie 1, quoi de mieux que de parler gastronomie, puisque Asakusa fait partie de ces lieux du Japon parmi lesquels on peut observer une grande quantité de propositions culinaires. C'est d'autant plus le cas ici que le quartier fait partie des plus denses en ce qui concerne les anciens établissements de restauration. Alors on n'est pas là pour vous donner des conseils en particulier, ni vous faire ce que peut faire le routard, mais sachez que chaque plat, vous allez pouvoir les retrouver dans des bâtisses qui datent souvent de 1800 et quelques, donc c'est très intéressant de savoir qu'il y a des familles, ou en tout cas peut-être même plutôt des patrons que des familles qui perpétuent ces traditions selon les plats, et il y a des plats qui sont assez typiques du quartier, et on va en parler tout de suite. Et par exemple, Marjorie, on peut parler du sukiyaki. C'est une fondue japonaise à base de bœuf, ici wagyu, et de légumes mijotés. Donc certaines enseignes d'Asakusa servent ce plat depuis plus d'1 siècle, notamment l'établissement Asakusa Imahan qui date de 1895. C'est très bon le sukiyaki, je sais que j'en ai déjà mangé. Et c'est très convivial aussi parce que c'est des repas qu'on fait ensemble, qu'on cuit ensemble les choses, donc c'est intéressant. Et une autre spécialité du coin, en tout cas une spécialité japonaise, c'est le tempura, une friture japonaise originaire du Portugal, il faut savoir, sans doute le plat le plus représentatif du quartier. Et la petite particularité ici, c'est que l'huile de friture est souvent plus sombre, car elle est entre autres composée de sésame. Ça rend l'huile un petit peu différente. Et on aura un plat dédié, le tendon, qui est un bol de riz orné de 2 tempura crevettes, 2 légumes de saison et de sauce. Et il y a un établissement qui date de 1887 qui s'appelle Daiko Kuya qui pourra vous présenter ces beaux bols de tendon. Ensuite, on a le manjayaki qui est une sorte qui est souvent présentée comme une sorte de galette okonomiyaki version tokyoïte. Sauf qu'elle est plus liquide, c'est un plat assez convivial, typique de la capitale, mais pas très photogénique justement par son aspect moins compact que l'okonomiyaki. Vomi.
Je mettrai un bip sur ça. Et sinon, il y a plusieurs gourmandises de rue, surtout que l'on va retrouver dans la rue commerçante principale de Asakusa. Et donc, il y a par exemple des pâtisseries emblématiques du quartier, les Ningyo Yaki, qui sont des gâteaux fourrés à la pâte de haricots rouges sous plusieurs formes. On en retrouve des toutes mignonnes, sous forme de pagodes, de lanternes, d'oiseaux, etc. Ça peut ressembler, des fois, je trouve, les devantures des petites boutiques, un peu à nous, nos chocolatiers qui vont faire des petites, je ne sais pas si on appelle ça des fritures ou... Oui, c'est ça. En forme de poisson, de crevettes, etc. Là, c'est un peu la même chose, un peu plus gros. Et ça semble très bon. Je n'ai pas pu en goûter. Je ne suis pas passé devant. Mais je pense qu'à Kamakura, j'avais goûté les petits nounours comme ça. Ça devait ressembler... Oui, mais je ne crois pas que c'était du haricot rouge dedans. Ouais, c'est des variétés de taiyaki. C'est des adaptations au quartier. Parce que Ningyo, ça fait référence à tout ce qui était autour de l'artisanat des poupées que tu as cité tout à l'heure, historiquement. Puis ils ont adapté ça avec d'autres formes qui sont aussi alléchantes. Et donc oui, le visuel est déjà très beau. Donc, Ouais, c'est ça. Mais il faut savoir se démarquer. Après, on retrouve classiquement des galettes de riz grillé, les senbei. Donc ça, on en retrouve un peu partout au Japon, mais c'est vrai que chacun a sa spécialité, chaque quartier peut proposer un mélange en fait un peu différent. Alors ce ne sont pas ceux pour les cerfs de Nara. Non, non, ils sont adaptés au goût des hommes. Non, cette fois-ci, ils ont un goût sucré-salé, ils sont laqués. En général, c'est très bon. Tous ceux qui aiment les textures un peu croustillantes, le senbei, c'est vraiment très très bon. Et on a aussi les daigakuimo, qui sont des sortes de frites de patates douces caramélisées et recouvertes de graines de sésame pour les becs sucrés. Et puis le melon pan, c'est une brioche sucrée qui est de plus en plus populaire, j'ai l'impression en Occident, ça se retrouve de plus en plus. Je crois que ça coûte assez cher en France, en tout cas, à chaque fois que j'en vois, c'est assez onéreux, mais c'est extrêmement bon. Donc si vous pouvez vous en procurer, et en plus ils ont tendance maintenant à surfer un petit peu sur le visuel de One Piece où on dirait que c'est des fruits du démon, ça vous pourrez retrouver à droite à gauche comme ça. En tout cas, c'est très très bon. Oui, c'est une brioche classique qu'on peut retrouver dans les combini facilement dans des sachets. Bon, c'est pas la meilleure version. Si vous les trouvez comme ça dans des petites boulangeries locales et qui sont toutes chaudes et qui sortent du four, c'est meilleur. Pour tous ces conseils de gastronomie, comme il y a beaucoup d'offres sur Asakusa et que c'est parfois difficile de distinguer quelque chose qui est un peu attrape-touriste de quelque chose qui est traditionnel, n'hésitez pas à faire appel à des guides qui peuvent vous accompagner et justement vous aider à trouver les meilleures adresses. Et on vous recommandera les guides de chez Kekaku qui sont vraiment, qui connaissent très très bien Asakusa, qui le font régulièrement et qui sont au fait de tout ça, ça peut changer en fait, les établissements peuvent changer. T'en as cité des historiques, puis t'en as d'autres qui peuvent ouvrir, qui peuvent être intéressants. Et eux en général, comme ils vivent sur place, ils sont très très au courant de ce qui se passe. Et ils ont déjà goûté pour eux. Oui, c'est ça. Et ils pourront vous aider aussi sur tout ce qui est pratique locale pour manger sans marcher, manger dehors ou manger parce que c'est pas forcément bien vu de manger en marchant. En tout cas, ça ne se fait pas vraiment au Japon. Et donc même voilà, si on mange un melon pan ou on peut le manger dans la rue, et ben si vous serez avec un guide, vous ne ferez aucun impair et du coup l'expérience sera parfaite. Et on entame notre seconde partie avec notre top des meilleures visites et des activités à faire dans le quartier de Asakusa. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est assez concentré, on va dire. Vous n'allez pas être perdu une fois sur place pour chercher à vous occuper. Et on peut commencer par l'immanquable du quartier, c'est le temple Sensoji, le plus ancien temple bouddhiste de Tokyo et parmi les sites les plus visités du Japon avec plusieurs dizaines de millions de visiteurs par an. Et comme on l'a dit en introduction, c'est le complexe religieux le plus visité au monde. Donc quand vous ferez votre petite photo devant, eh bien j'espère que vous vous en souviendrez, que vous pourrez vous faire un t-shirt. Vous étiez parmi le combientième. Ce temple, il est dédié au Bodhisattva Kannon. Le temple consiste en une salle principale et une pagode à 5 étages. Vous passerez également devant la porte du tonnerre, puisque l'on y vient admirer la porte Kaminarimon, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Elle est très célèbre pour son immense lanterne rouge, une lanterne de papier qui fait plus de 700 kg et 4 mètres de haut, donc il faut vraiment le voir pour le croire. Et souvent, si vous voyez la photo, je trouve qu'on oublie qu'il y a des gens qui sont dessous, qui sont tout petits, et que la lanterne est vraiment gigantesque. Oui, beaucoup de gens restent dessous. Mais bon, elle est bien accrochée, elle n'est jamais tombée. Une lanterne d'ailleurs que vous retrouverez dans pas mal de séries, de mangas, d'animés aussi. C'est une image, peut-être pas d'Épinal, mais en tout cas une image qu'on retrouve souvent de la vie tokyoïte. Et juste une anecdote, quand c'est en période de Matsuri et qu'il y a des chars en fait qui passent, la lanterne elle est relevée.
il la replie pour que les chars puissent passer. Ah oui, 4 mètres de haut, plus il y a du vide dessous, donc ça doit faire une sacrée hauteur sous plafond. Cette lanterne est entourée de statues Tenryu, donc c'est le dragon du paradis, et Kinryu, le dragon doré. Après l'allée commerçante que nous aborderons d'ici peu, on retrouve aussi le Ozomon. Donc c'est la porte de la salle au trésor, puis juste derrière, il y a une pagode de 5 étages qui trône devant le bâtiment principal, Hondo, du site du Sensoji. Il y a souvent foule au Sensoji, ça y a pas de souci. Et il y a encore plus foule pour son Matsura annuel le plus connu, qui est le Sanja Matsuri, qui se déroule le 3e week-end de mai, donc sur une météo en général assez agréable, et attire entre 1 à 2 millions de visiteurs sur 2 jours. Donc c'est le week-end. Et donc c'est l'un des 3 plus grands festivals Shinto de Tokyo. Donc on va parler de Shinto alors qu'on est dans un temple bouddhiste, parce qu'en fait ce Matsuri se déroule au sein du sanctuaire Asakusa Jinja, qui est juste derrière le temple et qu'on a tendance à oublier ou qu'on a tendance à absorber dans le temple, mais en fait on a une petite enceinte derrière qui change complètement du côté très vermillon éclatant du Sensoji, et en fait on est dans le sanctuaire d'Asakusa Jinja. Et c'est un très joli Matsuri à faire. Les 2 jours sont différents, c'est pas les mêmes processions, c'est pas la même ambiance. Il y a beaucoup de monde, mais l'atmosphère elle est conviviale, il n'y a pas de mouvement de foule. C'est vraiment très sympa à faire si vous êtes dans le coin à cette époque. Et puis cette porte, tout à l'heure, je disais qu'elle était présente dans pas mal d'animés, de films. Je pense par exemple à Lost in Translation, dans Wolverine ou encore dans des mangas comme Tokyo Revengers. Eh bien, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de produits alimentaires, mais vous en verrez sur place, qui utilisent l'image du Kaminarimon pour leurs produits. Par exemple, des sakés, des bières, des nouilles, des confiseries, etc. Vous en verrez un petit peu partout, comme nous, on pourrait avoir dans certaines villes des phares, des tours, la Tour Eiffel, etc. Donc voilà, vous ne pourrez pas passer à côté de cette grande lanterne. Et juste à côté, comme on l'a dit, il y a Nakamise Dori, cette avenue commerçante qui date de plusieurs siècles déjà maintenant. Du XVIIe siècle. Ouais. Oui, elle fait 250 mètres entre la porte Kaminarimon et la porte Ozomon. Et on y trouve de quoi s'offrir un souvenir ou une gourmandise dans une des échoppes qui sont abritées par des toitures de cuivre, si je me souviens bien. Ouais, qui ont été changées il n'y a pas longtemps. Oui. Et donc on trouve toutes sortes de souvenirs, aussi bien des baguettes que des kimonos, des petits porte-clés, tout ce que vous pouvez trouver, souvent fabriqué en Chine malheureusement, mais éventuellement ça peut procurer un petit truc à ramener. Oui, on peut aussi acheter de quoi manger en général. Des fois, il y a des petites brochettes ou des choses un peu à la mode, un peu instagrammables et qui sont pas forcément tout le temps bonnes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les guides peuvent vraiment un guide qui connaît Tokyo, enfin qui vit à Tokyo, peut vraiment vous orienter pour pas que vous soyez un peu déçus par l'expérience. En tout cas, c'est intéressant de voir comment l'allée s'est vraiment adaptée à son public. Et alors, c'est intéressant. Et parfois on est un peu déçu si on a connu Nakamise Dori il y a quelques années. C'est vrai qu'il y a un petit peu décalage, mais ça reste aussi dans l'air du temps et une image de façon que Tokyo aussi s'adapte et se transforme en permanence. C'est une ville vraiment qui change en permanence et donc là, l'allée s'est transformée. Et il y a aussi à les décorer chaque saison de sakura, de branches de sakura et de branches d'érable koyo pour le printemps et l'automne. Donc oui, même visuellement, c'est vraiment un passage obligé. Assez joli parce que c'est une allée rectiligne. Donc si vous vous mettez bien au milieu et que vous la prenez, en fait, vous avez le côté très filant en fait de l'allée. Alors bien au milieu, s'il y a du monde, bon courage. Ou alors vous êtes grand et c'est pratique. Sinon, vous attendez que les commerces soient fermés. Donc tôt le matin ou tard le soir, vous pouvez faire l'expérience de l'allée de façon beaucoup plus calme. Et parfois, c'est même préférable. Enfin, les personnes qui aiment déambuler et qui n'ont pas envie forcément de faire de shopping, faites cette allée-là en dehors des horaires d'ouverture. Elle reste accessible et elle est complètement calme. Je trouve que ce quartier, il a l'avantage aussi, si on arrive pour la première fois à Tokyo, d'avoir un peu un côté waouh quand même, parce que très coloré, très vivant, même si on y arrive le soir d'ailleurs, comme tu le dis, ça se visite, hein, c'est très beau, c'est très esthétique. Donc je trouve qu'il a un peu un côté waouh qui est assez rassurant. Quand on arrive au Japon, on se dit, bon là je suis au Japon, on n'est pas dans un quartier à fade où c'est full vitres parce qu'on est dans les buildings, etc. Oui.
Et une autre recommandation, c'est que Nakamisedori, elle n'est pas seule en fait. Dans le quartier, il y a beaucoup de rues commerçantes parallèles ou adjacentes qui sont à faire et qui ont parfois un côté peut-être encore un peu plus authentique et ou artisanal, où on peut retrouver encore des ateliers d'artisans, etc. Donc je vais vous en citer plusieurs. Donc elles sont et parallèles et aussi perpendiculaires à Nakamisedori. Il y a la Denpoin-dori, Asakusa-cho-dori qui est parallèle, Orange Street qui est aussi parallèle. Donc vous la reconnaissez parce que le bitume en fait il est orange. Voilà, donc vous ne pouvez pas la louper. Et on a aussi la Shotengai, qui est pas très loin, la Shotengai Kanandori, qui est aussi assez fréquentée, mais on va retrouver des petits cafés, des boutiques d'artisans, parfois des expériences un peu insolites, et aussi tout ce qui est d'activités traditionnelles que l'on peut faire à Asakusa. Rien que dans ce petit bout du quartier, entre Sensoji et Nakamisedori, il y a déjà plein de choses à faire. On peut s'y perdre des heures, si vous aimez flâner les boutiques, il y a de quoi faire, ouais. Et pour une petite touche de verdure, Kelly, on peut aller du côté du parc Sumida. Oui, c'est un long ruban de verdure qui longe la rivière éponyme. Et on y trouve des allées bordées de cerisiers, des bancs face à la rivière et une vue dégagée sur la ville avec comme point d'intérêt la perspective sur la Tokyo Skytree. C'est assez prisé au printemps pour la floraison des sakuras notamment. Et l'été, c'est aussi un point central des feux d'artifice. Et on peut y admirer aussi la sculpture de Philippe Starck, la flamme d'or, qui est couchée et qui rappelle autre chose qu'une flamme quand elle est couchée. On peut pas donner son surnom. Qui s'appelle Rio. En fait, son surnom, et moi c'est comme ça que je la connais d'abord, elle s'appelle la crotte de Godzilla. Donc si vous êtes fan de Godzilla, vous pouvez aller admirer sa crotte dorée. Elle est propre, Oui. Au bord de la Sumida. Bah, mais ça fait partie d'une vue en fait assez classique. Il y a la Skytree, il y a le bâtiment, c'est pas Asahi là, Oui, c'est le groupe Asahi. le groupe Asahi, et juste à côté, on a un petit cadeau de Godzilla. Que vous ne retrouverez pas dans le musée du caca d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui, c'est Non. dommage. Non, c'est C'est dommage. ouais. Ouais. Vous auriez pu en faire un goodies. C'est ça. Mais bon, je sais pas si Philippe Starck était d'accord avec Le fait de coucher la flamme ou non, le fait l'idée, qu'on ouais. dise que Ah bah il fallait le dessiner autrement. que sa sculpture est une Il crotte. fallait donner moins d'indices. Et enfin, plus classiquement, c'est un bon spot pour admirer les couchers de soleil. Qui l'eût cru que ces deux univers pouvaient matcher pour un beau coucher de soleil. Je suis sûre que des fois ça passe juste derrière et en fait elle flambe. C'est une crotte radioactive. C'est clair. Et si le parc Sumida, proche de la rivière Sumida, vous donne envie d'aller faire trempette, alors ce n'est pas forcément possible, mais par contre vous pouvez y prendre le bateau direction de la baie de Tokyo pour 1 à 2 heures de navigation, et c'est l'occasion donc de rejoindre Hama-Rikyu ou Odaiba, et c'est aussi un moyen de voir la capitale autrement et de passer sous ces ponts jusqu'à une dizaine de ponts selon le type de parcours que vous allez faire. C'est quelque chose que l'on recommande si vous avez envie de vous offrir cette expérience-là. On va dire, quand on va à Paris, on ne pense pas forcément à faire les petits tours en péniche et puis de voir autrement Paris. Eh bien, faire ça à Tokyo, c'est aussi une très bonne expérience, on le recommande. D'autant plus que alors, vous avez le waterbus classique qui sera plutôt une navette, mais vous avez aussi des navires au design plus tranché, comme le Himiko ou le Hotaruna et son toit terrasse, qui sont tous les deux dessinés par Leiji Matsumoto, qui est le créateur de Albator. Sans doute que vous connaissez déjà Albator si vous avez regardé Si vous avez plus de 40... sur des vaisseaux spatiaux, vous pouvez les emprunter pour faire ces balades sur l'eau. Oui. Et si vous voulez une idée de ce que ça donne, on a 2 fiches visites parce qu'on les a fait ces 2 croisières là pour que vous voyez à peu près les différences de bateaux. C'est assez sympa. En fait, c'est un peu comme les bateaux parisiens. En fait, c'est une façon de voir Tokyo depuis le fleuve. Donc c'est reposant parce que vous n'avez pas à marcher. Oui, j'y pensais, j'allais y revenir, mais oui. Voilà, ça permet d'avoir un autre point de vue sur un peu la ville basse et aussi tout ce qui est la baie de Tokyo. C'est assez long et assez court. Voilà, la durée est assez idéale. Et puis si ça vous intéresse, le principal embarcadère, c'est le Asakusa Pier. Il est près du pont Azumabashi, à 5 minutes à peine à pied de Sensoji, donc c'est très proche, hein. Et c'est aussi là que vous allez avoir tous les autres embarcadères qui sont proposés, ou en tout cas où ces croisières sont proposées, donc ils sont concentrés au même endroit. Il y a plusieurs départs par jour, alors renseignez-vous bien jusqu'au dernier moment pour avoir les bons horaires, etc. Mais comptez entre 8 à 12 trajets, 8 à 12 € le trajet pour un adulte et moitié prix pour les 6-11 ans.
Ensuite, on peut visiter le quartier Kappabashi, qui se trouve un petit peu plus en direction de Ueno, donc un peu plus vers l'ouest. Et c'est un quartier qui est célèbre pour ses boutiques qui sont dédiées aux pros de la cuisine japonaise. Il est connu et apprécié des touristes, mais c'est avant tout un lieu fonctionnel qui a été utilisé au quotidien par les Tokyoïtes. On y trouve 800 mètres de rue dédiées à des boutiques d'ustensiles et d'accessoires de cuisine pour tous les budgets et de toute qualité. On peut facilement trouver un couteau japonais digne de ce nom, par exemple pour les amateurs de cuisine. Si l'on souhaite en faire un cadeau, on peut le faire graver sur place et le personnaliser pour en faire encore plus plaisir à la personne qui le recevra. Autre chose sympa à voir dans le quartier de Kappabashi, ce sont les boutiques de Shokuhin Sampuru. Donc Shokuhin Sampuru, ce sont des reproductions ultra réalistes des plats japonais que l'on voit souvent dans les devantures de restaurants, dans les vitrines de restaurants, pour indiquer ce qui est servi de façon très explicite. Donc dans ces boutiques d'échantillons de nourriture, tout est faux, et pourtant vous en aurez l'eau à la bouche, puisque c'est vraiment très très réaliste. Et c'est aussi l'occasion de rapporter un petit souvenir, soit sous la forme d'un plat qui vous plairait, ou d'un porte-clés, ou d'un petit colifichet qui représente un plat ou une assiette, voilà, un bol, un sushi, un petit sushi, voilà. Oui, il faut savoir que ces plats, ils sont pas forcément, c'est des souvenirs qui sont jolis, mais c'est pas forcément bon marché. En général, comme c'est fait main, du coup, on n'est pas sur du made in China à grande échelle. Oui. Et du coup, il faut quand même prévoir un budget conséquent si on veut s'offrir un vrai bol de ramen. Et c'est quand même assez cher. C'est des plats en cire, c'est dans mon souvenir, et il faut bien. Je pense que les ateliers, ça doit se visiter, et ça m'aurait intéressé parce que j'ai mis quelques jours à comprendre que c'était fabriqué à la main. Oui, mais même sur place, j'ai regardé des documentaires après, tellement que c'est bien fait, j'étais persuadé que c'était mis sous, je sais pas, de la glycérine ou je sais pas, trempé dans quelque chose pour que ce soit figé dans le temps, et pas du tout. C'est vraiment impressionnant. Il existe des ateliers où on peut faire des ateliers de conception de ces plats en cire où on apprend par exemple à faire une laitue. Enfin bon, on va pas faire tout un plat, sinon je pense qu'il y en a pour quelques heures, mais faire quelques éléments et repartir avec, c'est des choses qui existent, oui. Moi, je voulais me ramener un plat entier, mais ça coûte trop cher. Tu as pris, tu as fait « oh bof !» Ouais, finalement, juste la crevette tempura, c'est très bien. Allez prendre un gâchapon. C'est ça. Oui, parce que les gâchapons, c'est moins cher et ça va. Après, vous avez aussi dans la rue Kappabashi, si vous aimez toutes les petites vaisselles japonaises, genre les coupelles, les petits bols, les verres de saké, les baguettes et tout ça, ça va être votre paradis et aussi votre enfer, parce qu'il faudra ramener tout ça dans la valise. Mais franchement, là, vous trouverez vraiment des choses intéressantes à des prix corrects et une variété. Voilà, on sort du côté attrape-touriste, c'est quand même quelque chose de la vie quotidienne. Et c'est vrai que les Tokyoïdes viennent s'y fournir en ustensiles et aussi en vaisselle, accessoires de cuisine, enfin tout ce qui est pour la cuisson, etc. C'est vrai que c'est quand on va au Japon, c'est un voyage pour lequel on aime bien se ramener beaucoup d'objets. Si les ustensiles de cuisine, ça en fait partie, peut-être vous pouvez prévoir de terminer par Asakusa. Comme ça, vous prenez le train qui va directement vers l'aéroport et vous faites le moins de trajet possible avec vos affaires, vos plats ou vos couteaux, etc. Ça peut être une idée. Et si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour le côté pratique, ça pourra intéresser du monde. Et puis, il reste à parler de l'autre star de ce quartier, c'est la Tokyo Skytree Marjorie, du haut de ses 634 mètres. Oui, alors on va la rattacher à Asakusa, parce qu'on la voit effectivement depuis Asakusa, tout pendant n'importe quelle vue, on aura la vue, mais elle est techniquement de l'autre côté de la rivière Sumida, dans l'arrondissement Sumida-ku, dans le quartier d'Oshiyage. Donc on n'est techniquement pas à Asakusa, mais vraiment ça en fait partie dans les incontournables. C'est vrai qu'on va la mettre, elle est accessible depuis Asakusa. Et surtout, on la voit tellement qu'on a envie d'y aller, tout là-haut. Donc, la Tokyo Skytree, c'est la plus haute structure du Japon et la 3e structure autoportante du monde derrière le Merdeka 118 qui est situé à Kuala Lumpur en Malaisie et la tour Burj Khalifa de Dubaï dans les Émirats Arabes Unis. Donc la Skytree, pour ceux qui ont été au Japon il y a plus d'une dizaine d'années, vous l'avez peut-être vu se construire et j'en fais partie. On la voyait en fait grimper au fur et à mesure. Donc elle a été inaugurée en 2012. Donc c'est une tour de diffusion
pour son usage professionnel et aussi une tour d'observation pour son usage touristique. C'est ce pourquoi on y va. Donc cette tour, elle se situe donc dans le quartier de Chiage, à une station de métro d'Asakusa ou entre 15 et 20 minutes à pied en traversant la rivière Sumida. Donc c'est pour ça que je vous l'avais dit, on l'inclut parce qu'elle fait partie finalement de la zone. En bas, au pied de la structure de la tour, il y a tout un ensemble aussi de boutiques, de restaurants, ainsi qu'un aquarium et un planétarium. Donc c'est ce qu'on appelle Solamachi, donc c'est tout le centre, le complexe de loisirs qui est au pied de la tour, qui est très bien à faire. Vous avez une boutique officielle Donguri de Ghibli par exemple, et tout un ensemble de petites boutiques autour de personnages favoris, etc. Ainsi qu'un marché de Noël assez réputé en décembre. Et puis, si on monte en haut de la tour, on a 2 observatoires. On a le Tembo Deck pour une vue à 360 à 350 mètres d'altitude et la Tembo Galleria qui est, elle, située à 450 mètres d'altitude. Et on observe en fait via un couloir vitré en fait toute la vue sur Tokyo. Donc c'est vrai qu'on est on est haut quand même par rapport aux autres observatoires. On est vraiment haut. Vous voyez Tokyo tout petit, mais ça nous permet de voir très très loin. Vous pouvez voir les arrondissements les plus périphériques de Tokyo. Vous pouvez aussi apercevoir le mont Fuji par temps dégagé. Vraiment, il se voit en vrai très bien. Et c'est en général aussi beau de jour comme de nuit. Il y a des fois des événements qui se font. Elle a été beaucoup fréquentée en 2012 et les années après qui ont suivi son inauguration, où il fallait parfois réserver très en avance son ticket. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Vous pouvez quand même accéder à la tour assez facilement, on va dire. Mais en tout cas, si vous voulez absolument y aller, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet pour réserver en avance. Et puis dans ce quartier, il y a d'autres activités qui sont possibles, que l'on recommande plus ou moins. Par exemple, des tours en pousse-pousse. Vous verrez pas mal de touristes emprunter ces pousse-pousse où ce sont des coureurs ou peut-être même coureuses qui tractent les gens. Du marathon de Tokyo. Et souvent, ils sont très avenants ou vous verrez hyper sportifs. Oui, il faut. Donc là, ils peuvent vous promener d'un bout à l'autre du quartier ou peut-être même un peu au-delà. Il y a la possibilité de louer des kimonos et de faire des séances photos. On vous le disait, il y a l'ambiance un peu Air Edo, donc je pense qu'ils jouent aussi un peu là-dessus pour se prendre en yukata par exemple devant la rue commerçante ou devant la pagode. Le décor s'y prête très bien. Et puis on peut facilement se perdre dans les petites rues autour des gros spots touristiques et retrouver l'ambiance rétro Shitamachi qui va vivre dans les rues résidentielles. Il y a les petits cafés de quartier, des bains sento disponibles, des ateliers d'artisans, notamment au nord du quartier d'Asakusa, au nord du Sensoji, derrière le parc d'attractions dont on parlera tout à l'heure. Et enfin, on peut parler du musée Samouraï et Ninja. Oui, il y a un petit musée. En fait, c'est une sorte de licence. Il y a plusieurs musées comme ça où on peut se mettre dans la peau d'un samouraï et d'un ninja. Donc, c'est à destination des touristes. Mais ça reste quelque chose de sympa à faire avec soit des enfants, soit c'est des amateurs de ces arts-là de l'époque. Et donc, il y a le musée du samouraï et du ninja. Il est à Asakusa pour celui de Tokyo. Et pour approfondir encore davantage votre visite du quartier d'Asakusa, notamment si vous répétez cette destination, on va vous proposer 9 autres petites adresses que vous connaissez peut-être peu ou pas encore. Donc on y va, on va commencer au nord du Sensoji, le long de la rivière. Donc on a Matsuchiyama Shoden Honryuin, qui est un petit temple situé près de la montagne sacrée Matsuchiyama. Et on peut y voir de nombreux radis japonais daikon qui symbolisent un corps et un esprit harmonieux en bonne santé. Ce petit temple est souvent cité parmi les lieux les plus sous-estimés d'Asakusa. Est-ce qu'ils ont une petite mascotte en forme de radis? Parce que vu qu'ils sont les spécialistes de mascottes crépis... Eh bien non, ce sera en forme d'éléphant cette fois-ci. Ouais, parce que Shoden, en fait, c'est l'équivalent du dieu Ganesh, en fait. Ok. Non, c'est pour le côté plutôt insolite. Par contre, vous verrez vraiment des fidèles arriver et prier le daikon, enfin le servir en offrande, vraiment le prier avec et le servir en offrande à Ganesh. Et toute la décoration, notamment les lanternes et tout ça, il y a des motifs de daikon. Et puis juste à côté, on va retrouver le sanctuaire des félins avec Imado Jinja,
qui est donc à côté du site dont tu viens de parler, Kelly. C'est un petit sanctuaire Shinto situé près de la gare d'Asakusa, dans l'arrondissement de Taito, au nord-est de Tokyo. Il est connu pour être dédié au chat Manekineko. Les couples japonais viennent aussi y prier pour se souhaiter bonne chance en amour et réussir leur mariage. Oui, il est tout mignon. Voilà, si vous aimez les chats, Imano Jinja, ça a à faire à Tokyo. Et puis on peut filer ensuite du côté nord ou ouest vers les terres avec le parc dont on parlait tout à l'heure, un parc d'attractions, Hanayashiki, qui est considéré comme le plus ancien du pays puisqu'il a ouvert ses portes en 1853 sous un autre nom. C'était sous forme de jardin botanique autrefois, donc il portait le nom Flower Park. Il se situe à 5 minutes de la gare d'Asakusa et il y a environ une vingtaine d'attractions encore aujourd'hui qui sont accessibles. On paie l'entrée environ 1000 yens et ensuite il faudra des coupons pour profiter des manèges, des coasters, etc. C'est un parc un peu cliché, un peu vieillot mais qui fait son effet. Ouais, alors moi je dirais que c'est plutôt aussi pour les enfants. Il y a des manèges et tout. Alors il est très mignon, il est très photogénique en vrai parce que ça fait comme une petite boîte d'attractions toute mignonne. Oui. Et comme il est situé sur une colline, il est légèrement en hauteur, donc je pense qu'il donne un petit point de vue assez sympa. C'est plutôt pour les enfants les manèges. N'attendez pas des roller coasters. Ah oui, du tout. Il n'y a pas de licence, je pense, en plus. Non, je crois pas c'est que ça vraiment rétro. Donc c'est une grosse fête foraine ou une petite fête foraine. Faut pas y aller entre jeunes pour avoir des sensations fortes. Faut y aller cool ou en famille. Ensuite, toujours vers l'ouest, donc plutôt côté terre, vers Ueno, Asakusa a encore quelques stigmates de de son passé historique quand il était quartier de divertissement et aussi pour sortir le soir. Même si autour du Sensoji, ça reste très calme à la nuit tombée, en fait, vous avez quand même des rues où il y a des izakaya, donc des bars pour prendre un verre et sortir un peu le soir. Donc, la plus connue, elle s'appelle Hopi Street, donc Hopi Dori. Donc, c'est l'endroit idéal pour manger et boire en terrasse dans une ambiance qui est assez animée à Asakusa, donc passer les horaires de commerce. Donc, on va retrouver des izakaya avec de la cuisine traditionnelle de rue, donc plutôt des ragoûts, généralement de bœuf. Et ça a aussi un surnom, la rue des ragoûts. Et son nom, Hopi Street, son nom est tiré de la boisson Hopi qui est fait avec de la bière sans alcool et du shochu. Donc il y a et de l'alcool et beaucoup d'alcool. Donc ça, elle est en général assez connue. Si vous voulez une autre aire de restauration comme ça à faire le soir, on a aussi Asakusa Yokocho. Alors, elle est un peu plus moderne, c'est un yokocho qui est à l'intérieur d'un bâtiment et elle est un peu plus destinée aux touristes internationaux, un peu comme ce qu'on fait des fois à Kabukicho, c'est des yokocho modernes. Mais l'avantage, c'est que celle-ci, elle est quand même très jolie. En fait, tout l'éclairage à l'intérieur, elle est en néon avec des couleurs vraiment vives et pop, donc c'est vrai que c'est très coloré et instagrammable. Et ça peut être un peu moins fréquenté que Hopi Street. Donc si vous avez envie quand même de vous faire un petit yokocho assez joli et en intérieur, vous pouvez aller là-bas. Et si on continue de s'excentrer au nord-ouest d'Asakusa, donc vraiment là on tombe dans les rues résidentielles, on va dire un peu classiques, mais on retrouve quelques, on va dire, petits temples et sanctuaires de quartier. Et il y en a un qui est assez connu qui s'appelle donc Asakusa Otori Jinja, donc c'est le sanctuaire de la bonne fortune à Tokyo. On a fait une fiche de Kampai dessus puisque c'est le sanctuaire que l'on visite en priorité pour Tori no Ichi en novembre. Donc c'est des festivités de fin d'année là qui se déroulent les jours du coq en novembre. Allez voir notre article pour avoir tout le détail pourquoi les jours du coq. Et ça permet en fait de s'offrir des râteaux porte-bonheur Kumade. Et c'est dans ce genre de sanctuaire-là où on vend le plus de râteaux Kumade, puisque ce sont des sanctuaires dédiés à la bonne fortune. Donc il est en général très fréquenté à cette période-là. Et aussi autour du Nouvel An, puisqu'on est toujours sur la notion de bonne fortune. Sinon, il est très peu visité le reste du temps. Et il se situe en fait dans l'ancien quartier rouge de Yoshiwara, ce que tu expliquais dans la partie historique, Kelly. Et aujourd'hui, ce quartier rouge n'existe plus, pour ceux qui voudraient le visiter. Vous retrouverez juste des stigmates de quelques sanctuaires. Je crois qu'il y a un Yoshiwara Benten Jinja, etc. un peu autour de Otori Jinja. Mais sinon, il n'y a plus de stigmates de cet ancien quartier de plaisir, si j'ose dire. Un peu plus au sud, on revient vers le cœur du quartier d'Asakusa, avec l'observatoire qui se situe au sommet de l'Office du tourisme.
C'est un petit immeuble qui est situé face à la porte Kaminalimon, donc en face de Sensoji. Il propose une vue en hauteur unique sur l'allée marchande qui mène au célèbre temple. À noter que l'accès est gratuit pendant les heures d'ouverture de l'office de tourisme et que l'architecture est signée par Kengo Kuma. Oui, de toute façon, vous ne pouvez pas le louper parce que du carrefour, on repère bien le bâtiment qui est une architecture... un petit peu déstructurée. Ouais, déstructurée en bois. Et du coup, il est assez visible, assez connu dans le quartier. C'est un peu une image qu'on connaît bien. Ensuite, le sanctuaire Kuramae Jinja. Donc, c'est un sanctuaire shinto de quartier qui est situé au sud-ouest d'Asakusa et qui est principalement à visiter pendant la floraison de son cerisier kawazu et de son mimosa qui interviennent à la fin de l'hiver, donc en général entre fin février et mi-mars. Donc en fait, dans ce sanctuaire, il y a vraiment que 2 arbres à voir qui fleurissent à la fin de l'hiver. Oui, c'est pour ça, il est tout petit, hein, mais si vous voulez visiter donc, l'ancien quartier des courtiers Henri Kuramae, c'est aussi une sorte de porte d'entrée. C'est pareil, ça sera toujours des visites, on va dire, additionnelles. C'est pas forcément quelque chose d'incontournable ou un effet waouh, mais c'est des petites adresses qui sont sympas. Il fonctionne bien sur les réseaux sociaux, ce sanctuaire-là, même auprès des Japonais. Vous verrez quand même une file d'attente à la période de floraison du kawazu, du mimosa, pour prendre en photo, avoir le meilleur angle, avoir le rose et le jaune ensemble. Et aussi, pour ceux qui veulent avoir des goshuin saisonniers, ils peuvent faire la queue. Alors, dès l'ouverture du sanctuaire, ils peuvent faire la queue pour avoir le goshuin saisonnier de Kuramae Jinja. Et puis, qui l'eût cru, Kelly, plus loin de l'autre côté de la rivière, on va parler d'un musée que tu as parcouru qui parle à la fois du tabac et du sel. Oui, son nom est très simple, c'est le musée du tabac et du sel. C'est un petit musée d'entreprise qui est situé au cœur de l'arrondissement de Sumida, dans l'est de Tokyo. Donc en fait, il est à proximité de la tour Tokyo Skytree. Il a une quinzaine de minutes à pied de la tour. Il propose de découvrir l'histoire et les faits culturels développés autour du tabac et du sel au Japon et dans le monde, avec des expositions ludiques et variées. Donc il y a 2 expositions permanentes, une consacrée au tabac et une consacrée au sel. En général, une exposition temporaire qui a une thématique culturelle en rapport avec Edo notamment, ou soit rapport avec le sel ou le tabac, ou l'histoire de l'époque Edo dans le sens large. Donc ça, c'est une visite que l'on conseille, et d'autant plus si c'est un jour de pluie, par exemple. Oui, tout à fait. Un jour de pluie, c'est parfait, puisque c'est un établissement moderne, ou un jour de très grosse chaleur aussi. C'est un établissement moderne et climatisé qui a été rénové il y a peu de temps. Donc en fait, c'est une visite très agréable. Et vous n'aurez quasiment personne dans le musée. Hein. Non, il n'y a pas foule. Pour le coup, on est vraiment hors sentier battu complètement. Oui. Et maintenant, on peut aborder quelques temps forts du quartier qui animent Asakusa tout au long de l'année. On va passer assez vite sur ces événements, puisqu'en fait, on les a déjà évoqués généralement dans nos podcasts où on parlait on parlait soit des saisons, soit mois par mois, par exemple, que faire en janvier, février, etc. Donc vous aurez plus de détails dans ces podcasts-là ou sur nos fiches, évidemment, sur kampai.fr. Oui, puis on en a finalement beaucoup cité au cours de cette émission. Oui, je pense que là, à mon avis, mis à part ce spécifique du quartier, à mon avis, on les a tous cités. On va commencer l'année, par exemple, avec Hatsumode, qui du 1er au 3 janvier est un rassemblement religieux très important, avec pas moins de 2 millions de visiteurs en 3 jours. Ça explique aussi pourquoi il y a autant de monde qui visite cet endroit-là d'Asakusa. Et on vient y faire la première prière de l'année, puisque au Nouvel An, au Japon, on aime bien célébrer toutes les premières fois, ou en tout cas y faire plus attention, les premiers rêves, les premiers couchers de soleil, etc. Et la première prière compte donc. Il y a beaucoup de fidèles qui se réunissent à cette période-là, du 1er au 3 janvier. Donc oui, soit au Sensoji, vous verrez beaucoup de monde, et dans tous les temples et quartiers alentours, ou au Otori Jinja aussi, ça fonctionne bien. On l'a évoqué déjà, mais aussi la floraison des cerisiers avec le parc Sumida au printemps qui accueille pas mal de monde et puis d'événements aussi divers et variés. Le 3e week-end de mai, il y a le Sanja Matsuri, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a Setsubun au Sensoji qui se déroule le 3 février. Il y a des célébrités, des sportifs, des sportives, des personnalités locales qui viennent lancer des haricots grillés à la foule pour chasser les mauvais esprits et attirer la bonne fortune. Donc ça peut être aussi très sympa si vous avez la chance de parcourir le quartier à cette période-là. Ensuite, avec l'été, viennent les célébrations d'Obon. Donc
tout d'abord, en juillet, on a la foire des lanternes Hozuki-ichi. Et puis, en fin juillet, en général le dernier week-end de juillet, on a le grand feu d'artifice de la Sumida qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Oui, il faut réserver votre place sur les berges ou sur les lieux qui sont destinés à ça. Ça attire beaucoup de monde, hein. C'est pas quelque chose... Enfin, il faut s'y préparer un peu si vous souhaitez aller à cet événement. Et moi, j'y suis allée une fois en 2013. Tu es revenu en 2017. 2013. Ouais, et il s'est mis à pleuvoir. Ah mince. Et donc, on a eu trois pétards et après on a dû rentrer chez nous parce que Pluie. il pleuvait. Ouais, c'était merveilleux. La nuit que des pluies. Retrouvez les plus belles photos de Kelly sur son blog. Dans Skyblog. Sur ma page Facebook. Et pour quelque chose de plus insolite, on peut se retrouver au Asakusa Samba Carnival qui a lieu le dernier samedi du mois d'août. C'est le plus grand carnaval samba du Japon avec des chars, des danseurs, des danseuses, des percussionnistes, etc. Là encore, de quoi vous dépayser, faire un peu de samba avec une touche japonaise. Si tu veux, je refais les deux derniers. Yep. Et pour les deux derniers événements qu'on a notés pour la fin de l'année, on retrouve le côté fin d'année et on se souhaite bonne chance et bonne fortune pour l'année suivante. Donc on a Torinoichi, donc les foires qui célèbrent les jours du coq en novembre, où on achète donc les râteaux Kumade pour se souhaiter ici bonne chance et bonne fortune, notamment pour tout ce qui est commerce, activité commerciale et les entreprises autour et les entrepreneurs au sens large. Avec Torinoichi, en fin d'année, on a aussi une autre foire qui s'appelle Hagoita Ichi et qui a lieu à la fin de l'année, les 17 et 19 décembre, notamment au Sensoji. Donc on y vient s'acheter une très jolie raquette rectangulaire en bois qui est décorée de façon traditionnelle avec du tissu, etc. Et c'est celle qu'on utilise aussi pour le théâtre Kabuki. Elle servait historiquement à jouer à un jeu de raquettes et de balles qui s'appelle le Hanetsuki. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut en retrouver, c'est des éléments décoratifs pour nous qui sont très jolis. Si vous voulez faire du shopping en fin d'année et du shopping traditionnel, je vous recommande ces petites Je pense qu'il y en a à tous les prix aussi. Oui, parce que ça dépend de la taille. Et effectivement, de toute façon, les plus grandes, vous ne les ramènerez pas dans votre valise. Elles seront vraiment trop grandes. Non, mais je les ai vues l'autre fois en photo et j'étais là, putain, c'est trop joli. Et on en arrive à notre troisième et dernière partie qui sera assez courte. On va parler de comment inclure Asakusa dans son séjour au Japon. Avec tout ce que l'on a évoqué jusqu'ici, vous comprenez sans doute que Asakusa, ça se vit très facilement en une journée, même si on peut y dédier plusieurs jours. Si vous êtes de passage, une journée peut largement suffire pour profiter du temple tôt le matin, ou alors plus tard le soir, puis des rues commerçantes et d'une vieille adresse par exemple pour y manger, pour y déguster une spécialité locale le midi. L'après-midi, on peut flâner dans le parc et pourquoi pas faire une virée en bateau avant de rejoindre la Skytree et se faire le coucher de soleil. Si on ne le fait pas quand on va se balader autour du temple, eh bien on peut le faire quand on va visiter la Tokyo Skytree qui, comme tu nous l'as bien précisé Marjorie, n'est pas dans Asakusa même mais de l'autre côté de la rivière, donc c'est à côté. Asakusa, ça peut aussi être un très bon point de chute, soit pour arriver ou partir de Tokyo en direction des aéroports, surtout depuis Narita puisque c'est un petit peu plus rapide, et sinon on peut aussi graviter du côté est de la capitale tokyoïte, de la capitale, grâce à la gare d'Asakusa. Par exemple, si on veut faire une journée aller-retour vers Nikko, c'est une bonne destination. Oui. Et sinon, Asakusa se combine particulièrement bien pour visiter les autres quartiers de Tokyo qui sont autour. Donc, on a Kuramae pour le côté plus résidentiel. On a aussi les grands quartiers de Ueno, Akihabara et Ryogoku. Donc, c'est vraiment facile à visiter et à inclure dans un séjour. Et je rebondis sur ce que tu nous indiquais tout à l'heure, Marjorie. Asakusa, ça peut être une bonne destination à faire guider. Oui. Notamment si vous arrivez par Asakusa, tous les codes du Japon à connaître impérativement vont pouvoir vous être expliqués dans ce beau quartier. Et puis les bonnes adresses aussi, parce que vous allez voir, la journée c'est fourmille de monde, mais avec des guides, donc des experts de la destination, eh bien vous allez pouvoir profiter des bonnes adresses culinaires, des bonnes adresses en termes d'artisanat, et aussi des endroits qui sont peut-être moins cotés et qui valent tout autant le coup, et qui sont aussi moins bondés de monde. Oui, c'est ça, des itinéraires un peu parallèles, sans pour autant que
que vous ne passiez pas du tout devant le Sensoji, mais qu'est-ce qu'on peut faire autour qui est aussi intéressant et pas forcément, et un petit peu moins fréquenté, ou en tout cas faire un trajet, optimiser votre journée au maximum pour pas vous retrouver bloqué, avoir fait que 2 endroits et au contraire avoir un petit peu fait le tour du quartier d'Asakusa. On vous a cité vraiment beaucoup d'adresses finalement pour un quartier qui est pas si grand que ça. Mais il faut savoir s'orienter, il faut savoir optimiser son trajet pour et faire de la foule et faire aussi des endroits plus calmes et tout aussi intéressants. Et si vous avez la chance d'aller à Asakusa pendant des temps forts, eh bien un guide il peut être là aussi pour vous expliquer les codes des festivités qui se déroulent et qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce qu'on peut acheter de spécifique pendant ces périodes-là. Donc ça peut être très sympa aussi. Et on aime bien citer Keikaku puisqu'on sait que ça fonctionne très bien et qu'on n'a que de bons retours. Donc vous pouvez aller sur keikaku.fr pour vous renseigner, sachant que des guides ça ne se prend que rarement au dernier moment, voire quasiment jamais. Donc, ça dépend les saisons. Mais dès que vous avez vos vols généralement de booker, c'est bien de pouvoir les réserver. Et donc il est l'heure de conclure notre podcast. Kelly et Marjorie, Asakusa, on l'a dit, c'est une très bonne destination de visite, notamment pour un premier voyage. Si le quartier il est très animé en journée, il est de façon différente que dans d'autres quartiers très fréquentés de la ville. Si vous ne l'aviez pas écouté, on a déjà fait un podcast dédié au quartier de Shibuya, complètement une autre ambiance, même s'il est très fréquenté aussi, ça n'a rien à voir. Asakusa, ça garde une atmosphère traditionnelle, au moins visuellement. C'est quelque chose que l'on recherche quand on va dans une destination au Japon, notamment quand on est en plein centre-ville, en pleine ville, eh bien c'est toujours chouette à voir. On rappelle que le quartier ne se situe pas sur la Yamanote, donc l'axe le plus facile en termes de transport en commun, en tout cas pour prendre le plus métro. Bondé aussi. Oui. Et par contre, il est très bien desservi, donc ça reste une destination très bien, notamment avec une offre hôtelière très diversifiée et assez accessible, avec une grande variété de gammes et de styles. Donc je pense que là, vraiment, ça fait partie des quartiers où on peut trouver un peu de tout. Et en plus, quand on sort de son hôtel, il y a plein de choses qui sont disponibles, notamment en termes de restauration. Et si l'on est plusieurs jours à Tokyo, on peut prendre le temps de faire un tour à Asakusa, que ce soit une demi-journée ou une journée complète. Ça vaut complètement le coup, même si on ne dort pas dans le quartier. Il y a plein de choses à y découvrir et ça fait partie des facettes de Tokyo pour vous offrir un Japon vraiment différent à ce moment-là de votre séjour. Oui. Et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment moins de monde, allez le visiter en fin de soirée, à la nuit tombée. Eh bien, on va se quitter désormais. Kelly et Marjorie, merci encore pour vos retours. Ces derniers temps, on observe beaucoup plus de commentaires qu'avant sur certains réseaux sociaux comme YouTube, Instagram et Facebook. Donc, on vous remercie vraiment fort, parce que c'est très sympa d'y répondre. On essaie, je pense, qu'on y répond quasiment à chaque fois. Des fois, vous nous posez des petites questions. Alors, évidemment, sur tout ce qui est tarifs de billets d'avion, des choses commerciales, là, nous, on n'a pas trop notre mot à dire, mais sur le côté pratique. Merci aussi pour vos retours, notamment pour le dernier podcast lié à comment conduire ou louer une voiture au Japon. Vous nous avez donné des petits tips, où vous nous avez montré qu'on a peut-être manqué de précision sur certains points, mais si on l'a évoqué, peut-être on aurait pu aller un peu plus loin. Donc merci pour ça, parce qu'on fait les réponses en commentaire, donc vous pouvez aussi agrémenter les connaissances en lisant les commentaires des chers auditeurs et auditrices. Oui, on est content d'être écouté par des gens qui vivent sur place. Oui. Pour nous, c'est vraiment... enfin voilà, merci quoi. Oui, on rappelle, on n'est pas sur place, même si on essaie d'aller régulièrement au Japon et qu'on a des équipes sur place. On n'est pas, nous, 3 physiquement sur place, malheureusement. On aimerait bien 6 mois dans l'année, mais ce n'est pas le cas. Ouais, que ça soit moins loin, quoi. Mais c'est aussi ce qui fait son charme. Merci encore pour ces commentaires. N'oubliez pas qu'on a des livres aussi sur la boutique Kampai dont on vous parle de temps en temps. Ce sont des guides de voyage faits maison, rédigés par Kelly. En grosse partie. En très grosse partie. Les derniers, notamment celui de Tokyo. Oui. Et puis les photos sont faites maison. Donc n'hésitez pas à nous soutenir ainsi. On se retrouve très bientôt. Merci encore Kelly, Marjorie. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute et votre suivi fidèle. On en est très contents. Au revoir. Merci. Retrouvez plus de Destination Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.